Bonjour Sylvain, Bonjour. bonjour à tous, nous revoilà et normalement, je dois faire le montage après, si tout se passe bien, vous aurez cette vidéo jeudi, hein, le jeudi 16 mars. Bon, donc nous n'aurons plus de récrimination sur notre retard pour cette fois-ci en tout cas. Bon, alors avant de commencer de venir sur le fond, sur des questions d'actualité, sur la poursuite de ce travail de réinformation, comme d'habitude, on va aborder quelques petites questions préalables. Tout d'abord, la question du soutien. La question du soutien, il est très important. Il est très important, y compris dans ses dimensions matérielles. Hein. On ne va pas en parler à chaque fois, on ne va pas se plaindre, on a choisi ce combat, mais c'est clair qu'il se fait dans un contexte difficile. Hein. Personnellement, je passe à peu près 1 heure par jour à bloquer les trolls qui, dès que je produis un tweet, et les tweets sont importants parce que ça permet de diffuser ce qu'on fait. Je passe 1 heure par jour à bloquer des trolls, des pseudonymes, des gens qui se recréent dès que je les ai bloqués. C'est assez casse-pied. Il y a tout un environnement, il y a des campagnes de presse contre nous et disons que le moyen de nous protéger et le moyen de nous aider, c'est de nous permettre une meilleure diffusion. Et pour ça, il faut de la qualité. Or, cette cagnotte que j'ai créée, que nous avons créée, cette cagnotte, elle est destinée à l'amélioration matérielle. Or, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, je commence à toucher mes limites. Hein. J'ai procédé à l'acquisition d'un certain nombre d'outils, mais je commence à toucher mes limites et il va falloir qu'on passe à de la post-production. C'est comme ça que ça s'appelle, montage, sonorisation, qui soit de qualité parce que nous entendons vraiment développer cette chaîne YouTube et poursuivre ce travail de réinformation par des émissions parfois différentes, par les conférences que Sylvain Ferreira nous a promis. Hein, donc, devant vous tous, là, il va confirmer cette promesse de faire cette conférence sur l'art opératif. Alors, je vais lui trouver une excuse. Après avoir fini le livre sur le troisième Panzerkorps, que j'ai eu le privilège de corriger les épreuves, eh bien là, il termine son livre sur l'offensive des Ardennes en 1944. Après, il va nous en trouver un autre pour ne pas remplir ses engagements, mais là, je veillerai. Là, j'y veillerai et je Si, compte si, sur vous. si, 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 si. Ce sera pour avril, début mai, pour l'anniversaire de la victoire, le 8 ou 9 mai. On verra ça au plus tard. Voilà, voilà. Et en attendant, on va vous conseiller quelques bouquins, puisqu'on commence à en recevoir, ce qui prouve bien que cette chaîne est écoutée. Cette chaîne a une certaine influence. On commence à recevoir des, entre guillemets, services de presse. On va vous en parler. Alors, sur ce soutien matériel, effectivement, quand on voit que nous avons presque 13 000 abonnés, que nous devons être actuellement à 56 contributions, d'importance variable. Il y a des gens qui font des efforts vraiment très conséquents et puis peut-être des efforts moindres, mais qui coûtent aux gens. Et tout ça nous touche, tout ça est important, mais il faudrait qu'on puisse le développer. Il faudrait qu'on puisse le développer. Donc là, on fait appel à votre générosité. On a beaucoup de commentaires très positifs, enthousiastes sur ce qu'on fait. Eh bien, aidez-nous, et aidez-nous aussi. Et on vous le dit à chaque fois, avec les approbations, les pouces levés, les abonnements, les partages, parce que tout ça est extrêmement utile et nous rend plus forts. Pour vous montrer juste une petite illustration de ce contexte et de cette pression, moi j'ai déjà eu droit à plusieurs interventions de la presse, à plusieurs mentions. Mon compte, ma notice Wikipédia a été ravagée, donc bien évidemment, et tout ça, bon, ça fait partie du jeu. Moi, c'est pas ça qui va m'arrêter, mais c'est parfois un petit peu désagréable et surtout, je souhaite être fort en le faisant. Alors, c'est ce que j'ai reçu hier. C'est ce que j'ai reçu hier. Ça vient de l'Express. Alors, l'Express, c'est le journal qui, à la demande de Bernard-Henri Lévy, avait fait une couverture l'Ukraine doit vaincre. Et tout un numéro rempli de fake news, rempli de mensonges et des délires propagandistes que l'on rencontre. Alors, ça m'est adressé par une journaliste. Bonjour, journaliste à l'Express, j'écris un article sur les personnalités qui, dans la sphère publique, ont adopté des positions pro-Poutine après l'invasion russe en Ukraine. Ça commence bien, des positions pro-Poutine.
Alors, elle me propose de la contacter pour en parler ou donner des informations ou me justifier, parce que la façon dont c'est présenté est quand même extraordinaire. Vos positions pro-Poutine. Je comprends pas. De quoi vous parlez là? Moi, j'assiste à un conflit que je considère être un conflit planétaire. Il y a une guerre chaude, une guerre de haute intensité entre deux pays, hein, c'est-à-dire la Russie et l'Ukraine, pour différentes raisons. Il y a eu un processus qui a amené Vladimir Poutine est le président de la Russie, mais il a un chef d'état-major qui s'appelle Gerasimov. Hein. Il a un ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, celui à qui, quand on ne lui parle pas, on parle à Shoigu, c'est-à-dire son ministre de la Défense. Enfin, je veux dire, c'est un grand pays. Hein, et par conséquent, quand on parle de cette guerre, on parle de la Russie. Cette façon de présenter les choses montre bien le caractère, je vais utiliser un terme fort, mais c'est vicieux, cette présentation. Donc, dès qu'on n'est pas d'accord avec le narratif, on est poutinolâtre, hein, et vous avez pris parti pro-Poutine, vous avez pris parti pour Poutine. Non. Je n'ai pas pris parti ni pour la Russie d'ailleurs, ni pour l'Ukraine, ni pour les États-Unis. Je prends parti pour la France. Hein, et je sais que Sylvain partage cette position. Je prends parti pour la France et je considère que en refusant d'appréhender le réel tel qu'il est, les responsabilités écrasantes des États-Unis et de l'OTAN dans ce qui est intervenu, la France a adopté une position servile vis-à-vis des USA et que cela va à l'encontre des intérêts de mon pays. Hein, voilà, c'est bien ça l'histoire. Alors, je ne répondrai pas à cette jeune personne. J'aurai droit probablement à des mentions venimeuses dans son article ou dans d'autres. D'ailleurs, tout ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je répète, on a vraiment besoin de votre soutien. Ah oui, parce que on est attaqué de toutes parts et puis bien évidemment il faut que ce soit personnification. On est dans le culte de la personnalité, hein, on n'est pas assez intelligent pour faire preuve de discernement et on est des vulgaires fans entre guillemets de Vladimir Poutine, comme on serait fan d'une star de rock and roll ou de cinéma. Donc voilà, bah, c'est pas étonnant. Et puis bon, c'est ça aujourd'hui. Dans d'autres situations, ça a été plus grave avec des insultes ou des menaces. Faut pas non plus l'oublier ou de la dérision, comme c'était le cas dans DSI à l'automne dernier, où là on a eu le droit aussi, toi comme moi, à un beau petit service sous couverture, bien évidemment, d'une plume anonyme, parce que le courage a ses limites pour venir nous dire qu'on était des menteurs, que moi j'étais une espèce de Gilles de la Tourette de l'histoire militaire, etc. Bon, voilà, donc effectivement, nous, on a besoin de soutien. Moi, comme je le disais à Régis en off, je fais des calculs très simples, je suis pas matheux pour deux ronds, mais il y a 12 000 personnes, même plus maintenant, qui sont abonnées au site. Chacun s'abonne derrière financièrement à la cagnotte en mettant 1 euro par mois. C'est pas grand-chose, 1 euro par mois, par personne. Et nous, tout de suite, ça va nous donner des moyens colossaux sur la technique, sur les affaires dont on a déjà parlé et dont on nous a déjà fait la remarque, à savoir la traduction potentielle de vidéos d'origine anglo-saxonne, parce que malgré les outils qui sont fournis par YouTube pour la traduction automatique, ça ne satisfait pas forcément tout le monde. Et donc, voilà, il n'y a qu'en ayant des moyens financiers pour mener ce combat qu'on pourra y arriver et qu'on pourra se développer comme le font d'autres, parce que on se rend compte aujourd'hui qu'on n'est pas seul à souffrir de ces problèmes et que le nœud gordien, c'est toujours l'appui financier des gens qui nous suivent pour qu'on puisse avancer. Voilà. Alors, je vais ajouter deux petites choses. Une petite chose qui est que moi j'ai un avantage, c'est vrai qui rend la situation un peu plus confortable, c'est que il peut rien m'arriver au plan professionnel. Hein, ma carrière est derrière moi, je l'ai déjà dit. C'est pas le cas nécessairement pour Sylvain et pour d'autres qui sont amenés à intervenir sur Oui. notre chaîne. Les interviews qu'on entend développer, donc on vous dira qu'on a deux projets pour la semaine prochaine, un projet économique. Avec ce qui se passe au niveau des banques, ça s'impose, quoi. Voilà, peut-être aller très vite, et avec un haut gradé de la réserve évidemment, devoir de réserve d'ailleurs, et on va poursuivre ça. Et on a d'autres idées
c'est que effectivement, si on avait quelques moyens, ça permettrait d'investir, par exemple, dans des reportages. Ça permettrait de prendre des initiatives, d'inviter des gens qui sont peut-être parfois loin en payant le voyage, et puis d'aller peut-être, pourquoi pas, en fonction de l'évolution, d'aller sur le terrain. Alors tout ça, c'est grandiose, c'est pas pour tout de suite, hein, mais là, on a besoin de vous sur le plan matériel et bien évidemment sur le plan moral. Voilà. Alors, oui, vas-y. Ah bah, non, 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 voilà, non, non. Bon, alors, c'est pour ces raisons-là qu'on a besoin de vous. bon, donc c'était effectivement un petit peu long cette petite introduction, mais à ce stade, je crois que c'est nécessaire. Alors, les bouquins, ce Oui, qui est intéressant, c'est que ce sont les services de presse. C'est-à-dire oui. que ça, alors attention, hein, c'est pas, on n'est pas submergé, mais on a reçu des livres et donc il est tout à fait normal qu'on en parle. Alors on fera peut-être de véritables recensions. Là, on a été un peu pris de court. Alors je vais commencer peut-être. Hein. Vas-y, oui. Donc je rappelle, est-ce qu'on le voit? Oui, on va le voir. Je rappelle Jacques Beau, que nous avons eu longuement ici. Hein, j'espère qu'on pourra l'avoir de nouveau. C'est son deuxième bouquin, après Poutine, maître du jeu. Lecture indispensable, c'est une des mieux informées. J'ajoute qu'on parle des livres qu'on nous a envoyés, mais vous n'avez pas la possibilité de les acheter ou de vous les procurer avant d'avoir acheté la bataille de Mariupol. On est bien d'accord. Hein, on est bien d'accord. Bon, non, non, ça c'est impossible. D'ailleurs, on vérifiera. Ensuite, il y a le conflit russo-ukrainien publié chez Delga. Hein, Delga, ce sont des communistes old school, comme on dit. Hein, bon, pour lesquels j'ai une certaine sympathie, une certaine affection. Hein, donc, ça nous a été adressé. Et le bouquin, je ne l'ai pas encore lu, hein, je ne le cache pas, faute de temps, mais il faut probablement en faire l'acquisition, puis il n'est pas trop cher en plus. Il y a, alors ça, c'est vraiment, je pense, indispensable. Il y a peut-être eu un petit malentendu, c'était quand on a reçu Jacques Beau, c'était que j'ai parlé de la publication chez Delga d'un livre de Glantz. Or, des livres de David Glantz, c'est le colonel américain qui a redécouvert l'art opératif soviétique. Il y en a tellement qu'on ne savait pas lequel c'était. Et Delga, toujours eux, a publié La guerre germano-soviétique, mythe et réalité. Le voilà. Là, j'en conseille la lecture. C'est pas très long, hein, il est construit de façon parfaitement limpide et ça donne une vision de ce conflit synthétique, évidemment, indispensable. Moi, j'ai lu beaucoup, j'ai lu les livres de Jean Lopez, j'ai lu beaucoup de ce qui a été publié sur la guerre germano-soviétique, que je pense aujourd'hui bien connaître. Hein. J'ai lu le Barbarossa, qui est un très grand ouvrage, même si j'ai beaucoup de réserves concernant Jean Lopez aujourd'hui. Hein. Mais là, vraiment, j'invite à lire ce livre-là avant d'écouter la conférence de Sylvain sur l'art opératif. Voilà, à toi. Alors moi, je viens de le recevoir aujourd'hui même, hein. C'est un livre qui s'appelle La guerre avant la guerre. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien. C'est Voilà. bon. Hein. Donc, ça nous raconte, hein, c'est Thierry Marignac qui m'a fait passer son ouvrage. Alors, il n'est pas encore sorti, il sort le 23 mars prochain. Donc, on essaiera d'en faire une petite recension la semaine prochaine si j'ai eu le temps de le finir. Mais normalement, c'est assez court et ça a l'air de se lire facilement. Et ça explique quelle est la situation interne de l'Ukraine avant même le Maïdan, hein, depuis 2004, avec tous les problèmes liés à la corruption dans le pays, etc. Donc, c'est moi qui lui ai demandé, hein, parce que je pense que ça va intéresser notre auditoire d'avoir un petit avis sur cet ouvrage qu'il faudra, je pense, se procurer assez rapidement. Voilà. Bien. Et bien maintenant, passons au vif du sujet. Non pas que les sujets antérieurs n'étaient pas intéressants, mais le vif du sujet, qui est la situation de cette guerre. Donc, il se passe beaucoup de choses toujours. Il y a plusieurs plans. Donc aujourd'hui, je vous propose d'examiner la situation en Ukraine, la façon dont aujourd'hui l'Occident la considère, avec les perspectives peut-être qui vont s'ouvrir, de parler aussi de la situation internationale, hein, de l'accentuation de la césure entre l'Occident collectif et le reste du monde, et enfin de se poser la question, dans la mesure où on considère peut-être
que d'ores et déjà les USA et l'OTAN ont perdu la guerre, si je me pose la question, on se pose la question de savoir si l'Occident n'est pas tombé dans un piège. Hein, je vais revenir sur un déroulé, justement, hein, depuis quelques années, qui peuvent donner à penser que l'Occident, aujourd'hui, tout à son arrogance, toute sa baisse de niveau intellectuel, sa baisse de niveau professionnel, est tombé à pieds joints. Voilà. Alors, sur la situation sur le terrain, la guerre continue, mais on a des débats qui sont assez extraordinaires avec une inflexion récente. Une inflexion récente, je vais donner deux exemples. C'est le Kyiv Independent qui, à plusieurs reprises, a donné la parole à des combattants ukrainiens se plaignant de la situation à Bakhmout, mais se plaignant en des termes très graves, très pessimistes. Et il y a un grand article du Washington Post qui a été repris dans pas mal d'endroits, hein, et qui dit que cette offensive de printemps qu'on nous annonce, c'est peut-être un rêve. Petite incise avant de citer le secrétaire d'État à la Défense, M. Austin, qui a eu une déclaration que je trouve assez extraordinaire, c'est que Libération aujourd'hui parle de cet article du Washington Post, mais non pas pour dire c'est peut-être le reflet de la réalité, non. Ça fait plaisir aux pro-russes, mais pas à tous les pro-russes. Il y a des pro-russes qui disent que c'est un piège. C'est-à-dire que les journalistes de Libération n'arrivent même pas à considérer que leur discours sur l'Ukraine va gagner la guerre ne correspond à pas grand-chose. Ils n'arrivent pas. Donc, il faut qu'ils se raccrochent à ça. C'est peut-être un piège. Et pour ça, ils font parler ceux qu'ils appellent, allez, les pro-russes. Non, les pro-Poutine. Pardon, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, ce brave Austin? Alors. Malgré l'énorme travail que font les soldats ukrainiens autour de Bakhmout, la poursuite de la défense de la ville n'a aucune signification stratégique et opérationnelle. Ah bon? Apparemment, Zelensky attache une signification symbolique à cela. Cependant, à cause de ce symbolisme, il risque sa réputation, ce qui conduira à des résultats désastreux. Alors, je ne sais pas ce qui lui a donné cet éclair de lucidité, hein, mais on ne peut être plus clair. Je crois qu'il était interrogé à la suite de l'article du Washington Post. Alors, Sylvain, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Alors, avant de passer à la carte, la situation militaire ne s'améliore pas pour les Ukrainiens de manière générale, parce que ce soit à Bakhmout ou que ce soit encore plus au nord dans le secteur de Kupiansk-Kremenna, on est dans une véritable attrition constante, régulière, auquel s'ajoute maintenant depuis 2 semaines, enfin presque 2 semaines, le problème d'Avdivka qui commence à être encerclé. Et donc, on comprend pourquoi les Américains qui ont les données s'inquiètent et commencent à partager publiquement, y compris dans la presse, ces inquiétudes. C'est pas la première fois, il faut le rappeler, hein, les journaux américains ont toujours été très critiques, alors quand on regarde lesquels, on se rend compte qu'ils ne peuvent pas être critiques tout seuls, c'est-à-dire que les informations qu'ils utilisent viennent automatiquement, qui du Pentagone, qui de la CIA, qui de la NSA, etc., et qu'elles servent à un autre agenda interne aux différents États profonds américains pour régler leurs comptes. Hein. N'oublions pas que tout ce qui se passe en Ukraine, malheureusement, hein, c'est un épiphénomène pour ces gens-là, hein, qui se tirent la bourre entre eux, hein, permettez-moi cette expression, sur le dos de ce qui se passe en Ukraine comme ailleurs dans le monde. Voilà, donc le fait que la France soit toujours à la traîne, comme nous l'a si bien expliqué depuis le premier jour Jacques Beau, n'est pas étonnant en soi, hein, il n'y a pas d'inflexion du discours, on a vu passer des informations avec des amplifications complètement délirantes. Hein. Je vous rappelle qu'il y a 15 jours sur LCI, tout le monde était là à nous dire que Kadyrov allait mourir empoisonné. Hein, et ça fait maintenant 10 jours qu'il parade sur Telegram sans aucun problème. Bon, alors il est apparu auprès de Poutine, il était un petit peu bouffi, on nous en a fait tout encore un tas de pataquès, on nous a fait un pataquès pour 2 pauvres pilotes ukrainiens qui s'entraînaient dans l'Arizona sur des F-16, comme si ça allait changer quelque chose. Donc à chaque fois, Sur des simulateurs, hein. oui, sur des simulateurs en plus, ils n'étaient même pas encore à bord des F-16. Enfin bon, bref. Donc on a à chaque fois ce regain qui semble complètement spontané
hein, et irrépressible de la part des journalistes français d'aller même contre effectivement ce que peut dire la presse américaine, parce qu'ici, bah, on a été tellement dans l'idée que l'Ukraine allait reprendre le dessus, et ça, c'est lié bien évidemment à toute la propagande que la télévision elle-même a servi. Hein. C'est pas arrivé par l'opération du Saint-Esprit. Donc voilà, on est complètement à la ramasse, on est complètement à la traîne, alors que la situation sur le terrain continue de se dégrader et que les Ukrainiens, pour moi, ont de moins en moins de chances de pouvoir mener une grande contre-offensive de printemps, comme on nous l'annonce partout. Alors, on va regarder un peu la carte des Attends, opérations. avant ça, Oui. Sylvain, avant ça, je voudrais, euh, et ça me ramène au début, quand je dis que ce qui me préoccupe, c'est mon pays, euh, on ne peut être que catastrophé par le niveau des délires propagandistes de ce pays, parce que les médias se permettent, par les réactions, dès lors que vous n'êtes pas dans le récit officiel, c'est catastrophique, parce que lorsque vous allez à l'étranger, c'est pas aussi net. C'est pas aussi net, loin de là. Alors les dirigeants européens sont des vassaux des États-Unis aussi. Scholz est un Quisling pour son pays, mais la presse, dans la rue, les manifestations, etc., ne sont pas aussi monolithiques que ça peut se passer en France. Alors, juste un petit exemple qui concerne naturellement LCI. Alors LCI, ils sont obligés de recycler un petit peu leurs clowns. Hein. Donc Goya, alors Goya c'était BFM, mais bon, Yakovlev, d'autres. Alors là, hop, ils en ont trouvé un, dont on se demande ce qui lui prend, c'est Jean-Dominique Merchet. Alors de temps en temps, on a Servan, le sergent Garcia, qui Ah oui, ah que oui, des ah oui. âneries, non mais véritablement, et de temps en temps, ils sortent des généraux. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez frappant. Je trouve assez frappant, c'est qu'il se trouve pas mal de généraux comme ça qui viennent, je pense à Desportes qui finance, je pense à Clermont et des gens dont on se demande quel est leur niveau professionnel. Ou bien ils mentent délibérément et c'est pas glorieux, ils se déshonorent, ou bien ils pensent ce qu'ils disent et c'est catastrophique. Alors, on est dans une situation, la France, que moi j'aime, qui me renvoie à la Deuxième Guerre mondiale. Je vais citer une phrase du général de Gaulle de son discours du 18 juin. 18 juin 41, attention, celui prononcé au Caire, un discours mais absolument extraordinaire, dont les 4 premières phrases sont pour moi ce qu'il a écrit de mieux. Le 17 juin 1940 disparaissait à Bordeaux le dernier gouvernement régulier de la France. L'équipe mixte du défaitisme et de la trahison s'emparait du pouvoir dans un pronunciamento de panique, une clique de politiciens tarés. Bruno Le Maire, d'affairistes sans honneur, Xavier Niel, de fonctionnaires arrivistes, Jean-Pierre Jouyet, et de mauvais généraux se ruer à l'usurpation en même temps qu'à la servitude. Je suis désolé, cette phrase elle est réutilisable aujourd'hui. On n'a pas subi une défaite militaire comme celle de 40, mais on a subi une défaite politique, culturelle, une défaite de souveraineté vis-à-vis des Une États-Unis. défaite morale aussi, une défaite Oui, morale, parce que une ces défaite. comportements-là sont complètement délirants par rapport à une tenue morale d'un individu, qui plus est un officier français, quoi. Alors, le niveau des généraux français, alors on sait le niveau de l'armée aujourd'hui en termes matériels avec ses 8 jours de munitions, mais on s'aperçoit que les cadres, bon, allez, on ne va pas revenir sur Burkhard intervenant de temps en temps pour assurer fraternellement son amitié à Zalouzny, il peut tout à fait être favorable à l'Ukraine, ok, mais il est chef d'état-major de l'armée française. Il n'est pas là pour nous dire qui il aime et qui il n'aime pas. Il fait son boulot, et malheureusement, je ne suis pas sûr du tout qu'il soit au niveau. Donc, on en a trouvé un autre chez LCI, il s'appelle le général Dutartre. Alors ça, lui, il est fort. Euh, Débat sur les pertes, parce que la question des pertes est une question effectivement très importante, et à la poédie, la blonde ukrainienne, qui elle a une excuse
d'être délirante, c'est qu'elle est ukrainienne. Bon, donc, bon, elle prend parti pour sa patrie, c'est légitime, mais ça n'empêche pas de dire absolument n'importe quoi. Mais donc, il y a tout un débat, hein, et on nous dit les Russes ont perdu 200 000 tués, ce qui, avec les blessés, fait que c'est largement au-delà de leur corps expéditionnaire, hein, et même après mobilisation, enfin, c'est-à-dire, c'est n'importe quoi, et c'est l'inversion des chiffres, et lorsqu'on va sur les sources qui sont des sources crédibles, rationnelles, aux États-Unis en particulier, hein, on s'aperçoit que c'est exactement l'inverse, hein. Ce sont les chiffres de pertes ukrainiennes. Or, qu'est-ce qu'il nous dit, Monsieur Dutartre? Parce qu'il faut bien trouver une justification à la décision, et on va en parler parce que je te poserai une question. Hein, il faut bien qu'on trouve une justification à la décision de Zelensky de continuer à se battre sur Bakhmout. Hein. C'est ce qu'a dit Jean-Dominique Merchet après nous avoir dit « c'est tout petit, ça n'a aucune importance ». Ah oui, mais attendez, en fait, ils sont en train de détruire l'armée russe parce que l'armée russe a des pertes, mais monstrueuses, monstrueuses. Bon, et voilà ce qu'il nous dit Duterte. Malgré l'énorme travail que font les soldats ukrainiens autour de Bakhmut, il semblerait que quand les Ukrainiens perdent un homme, les Russes en perdent 5 à 7. La grande force des Ukrainiens, c'est qu'on leur laisse une grande latitude aux troupes sur le terrain, contrairement aux forces russes. Alors, on va rappeler à ce brave général Dutartre qu'a priori, les bataillons d'arrêt, ça existe. Il y a suffisamment de témoignages qui le démontrent, qu'il y a un certain nombre de bataillons néo-nazis qui sont là pour empêcher les gens qu'on a ramassés dans la rue, hein, de s'enfuir, hein, et qui leur tirent dessus. Et lorsque pas seulement les gens qu'on ramasse dans la rue, hein, parce qu'on a eu le témoignage d'un volontaire américain de la Légion internationale qui l'a dit clairement, à chaque fois que quelqu'un tentait de sortir de nos positions, j'ai remarqué des snipers qui n'étaient pas là pour tirer sur les Russes, mais sur ceux de notre groupe qui essaieraient de s'enfuir. Voilà, donc il y a d'autres gens comme lui qui ont porté ce témoignage, hein, donc c'est pas une vue de l'esprit pour nous. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est Pujadas ou un autre qui est là, qui lui dit, mais vous êtes sûr de ces chiffres? Il est tellement content. Hein, vous êtes sûr de ces chiffres? Il dit, ah ben, j'imagine. Ah, c'est intéressant. Hein, il affirme parce qu'il imagine. Hein. Et en fait, qu'est-ce qu'il reprend? Il reprend Danilov, qui est un des porte-paroles, hein, du ministère de la Défense ukrainien, parce qu'il y a d'autres personnes en Ukraine, y compris au niveau du ministère de la Défense, qui disent le contraire, hein, qui ne disent pas ça en tout cas. Hein. Ah non, mais lui, sa source, c'est la propagande directe des Ukrainiens. On peut comprendre. Eux, c'est normal qu'ils aient cette propagande, mais que lui la reprenne. Hein, et quand on lui dit, mais vous êtes sur des chiffres, oh ben j'imagine. C'est absolument consternant. C'est consternant. Alors, on est un peu chaud aujourd'hui, vous le comprenez. Hein, on vous a dit qu'il fallait nous soutenir parce qu'il y a des moments où ce pays, enfin non, c'est pas ce pays, mais certaines parties de celui-ci et de son bloc élitaire sont absolument désespérants. On revient sur la carte. Je veux juste ajouter quelque chose parce qu'on ne va pas parler, je le dis tout de suite, de l'affaire du drone, hein, parce que c'est un pouillème dans cette histoire. Par contre, ce qui est important, c'est comment justement ces gens-là ont traité l'affaire du drone. Et encore une fois, on va parler de morale avant même de parler d'autre chose. On a eu une intervention de l'ambassadeur russe aux États-Unis qui est venu dire à propos de cette histoire de drone, vous savez, comment réagirait l'armée de l'air américaine si des drones russes venaient aux limites des eaux internationales des États-Unis, hein, pour venir prendre des photos de New York, de Los Angeles ou des grandes métropoles américaines le long des deux océans. Ou donner des informations au cartel mexicain. Voilà, par exemple. Hein, il a dit, vous imaginez bien la réponse, c'est-à-dire que les Américains se débarrasseraient de la même manière de ces drones avec l'US Air Force. Et hier soir, Pierre Sergent Garcia, lui nous dit, ah mais comment, et puis Monsieur Merchet était là aussi, mais comment peut-on imaginer des choses pareilles, hein? Jamais les États-Unis ne se mettraient à faire ce genre de choses. Je vais rappeler, hein, c'est un nom qui parle à tout français, hein, puisqu'il y a un beau bois qui porte ce nom, c'est le bois de Vincennes. Je vais rappeler ce qu'a fait l'USS Vincennes dans le golfe Persique contre un Boeing civil, hein, au cours des problèmes qui se faisaient jour entre les États-Unis et la République islamique d'Iran dans les années 80-90.
hein, les États-Unis ont abattu un avion civil qu'ils considéraient comme dangereux pour leur marine et loin de leurs frontières naturelles. Donc, venir nous faire un plan moral pour nous dire les Russes, eux, vous comprenez, c'est les héritiers des Soviétiques. Hein, alors c'est tout juste, ils nous ont pas mentionné l'épisode de Sakhaline pour voilà dire voilà ces gens-là ils sont capables de tout et vous pensez bien les Américains jamais oh mon Dieu ne se permettraient des choses aussi immorales. Voilà. Donc on voit le niveau lamentable de ces gens-là qui ne prennent en compte aucune réalité, qui déforment toute l'histoire même qui permet d'analyser ce que font les uns et les autres. Hein, et je rappelle qu'il est autant légitime à mes yeux que des avions américains protègent l'espace aérien des États-Unis d'Amérique, comme des avions russes doivent protéger l'espace aérien de la Fédération de Russie et des avions français, le nôtre. Voilà, c'est tout. Et que si, dans des cas d'extrême gravité, il faut abattre un appareil adverse, quel qu'il soit, eh bien, on est obligé de le faire. Point à la ligne. On dirait un petit mot sur le drone, non pas pour revenir, tu viens bien d'expliquer ce qu'il en était, mais pour essayer d'imaginer le sens qu'il a, le sens que cet incident peut avoir. Est-ce que c'est un message ou pas? Mais on en parlera un peu plus tard. Oui. À toi. Alors, la carte des opérations militaires, pour qu'on voit où on en est aujourd'hui. Alors, on a changé de support. Hein. J'ai pris une carte qui est très marquée. Hein. Vous voyez le petit logo ici. Hein. C'est Deep State avec l'Ukraine. Alors, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est parce qu'on a la position relative des troupes russes qui est indiquée. C'est pour ça que j'ai voulu l'utiliser. Alors, on va commencer par le secteur de Kherson. Hein. Donc, dans le secteur de Kherson, on est toujours sur des activités de tir et de duel d'artillerie des deux côtés. Quand on accède à certaines sources de renseignements ouvertes, on se rend compte que depuis plus de 2 mois maintenant, hein, quasiment depuis le début de l'année, que la rive nord ici est l'objet de bombardements quotidiens et constants de la part de l'artillerie russe sur les positions ukrainiennes, à la fois pour faire de la contre-batterie, mais aussi pour viser tout ce qui est dépôt de munitions, centre de commandement. Enfin, c'est assez impressionnant. Mais en ce qui concerne les troupes ou les mouvements éventuels le long du Dniepr, on n'a rien de particulier à signaler, malgré les délires d'LCI sur le sujet en début de semaine. Ensuite, dans le secteur de Zaporizhzhia, alors on a eu une petite opération, à mon avis, de reconnaissance en force dans le secteur ici, hier, en fin de journée, de la part des Ukrainiens. Ça s'est soldé par la mort de 40 soldats ukrainiens selon les sources russes et la destruction de quelques véhicules blindés et d'au moins un char, mais rien d'autre. Et puis aujourd'hui, ça n'a pas fait l'objet de reprise de combat particuliers. Ensuite, quand on retourne vers Ougledar, on est toujours dans une bataille de position. Hein. On voit ici qu'il y a toujours des tentatives, alors avec des moyens limités pour reprendre la zone, hein, qui est dans la zone grise ici. Hein. Donc, soit c'est le no man's land, soit c'est une zone dans laquelle les Russes s'aventurent, mais sans y rester. Mais il n'y a pas eu de nouvelles tentatives pour s'emparer de la ville, parce que, semble-t-il, les défenses ukrainiennes sont bien réorganisées et tout nouvel assaut, que ce soit frontal ou sur les flancs, semble inenvisageable pour le moment en l'état. Voilà. Alors, ensuite, on a à nouveau des activités intéressantes du côté, donc, on va arriver, voilà, du côté de Marinka. Hein, donc, une nouvelle fois, on constate que les Russes, cette fois-ci, poursuivent de part et d'autre. Hein, Marinka, c'est ici, voilà, j'agrandis. Poursuivent l'encerclement au nord et au sud, mais ont repris, alors probablement pour fixer les défenseurs, une attaque frontale le long de la route principale qui coupe la ville, qui est un champ de ruines. Aujourd'hui, si vous voyez les vidéos sur les réseaux Telegram, c'est un véritable champ de ruines et de dévastation. Hein. Ça n'a plus le nom de ville que pour la cartographie, mais certainement pas pour les éventuels habitants. Alors, attaque, on va dire, de moyenne importance. Le deuxième grand problème qui se pose pour les Ukrainiens aujourd'hui, c'est Avdiivka, hein, qui est ici. Donc, je rappelle, c'est la plus grosse
zone fortifiée de tout le front du Donbass par l'armée ukrainienne depuis 2014. Et comme vous pouvez le constater depuis hier, donc on a des attaques russes qui partent de Vodiane pour aller vers le nord, hein, alors probablement pour remonter jusqu'à Orlivka, Semenivka, et d'autres qui continuent de se développer en direction de l'ouest vers Permovaisk. Mais alors celle-ci, je ne sais pas si elles finiront un jour par déboucher parce que les Russes se cassent les dents sur ce secteur depuis l'été dernier. Et par contre, on a à nouveau depuis Opitné une poussée directement en direction d'Avdivka. Pareil, donc tout ça a commencé hier. Et ce qui a commencé la semaine dernière, on en parlait, c'était l'attaque par le nord qui a réussi, donc semble-t-il, à déboucher sur la prise d'une partie de Kamianka ici et sur une partie, voilà, ici de Krasnohorivka. Il reste dans la zone grise les abords de la ville et probablement que les Ukrainiens ont dû quitter ce secteur pour se replier de l'autre côté de la route, en sachant que c'est cette route qui permet à elle seule l'approvisionnement d'Avdivka. Donc on comprend que maintenant que les Russes ont pris ce village, la route va être clairement en vue des bombardements, y compris des mortiers lourds. Et donc, ça va devenir de plus en plus compliqué pour les défenseurs d'Avdivka de tenir à long terme. On est là sur un développement dont quasiment aucun journal télévisé français, et je ne parle même pas de la presse écrite, ne nous rend compte aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que tout ça, c'est à travers les sites d'open source. Et là, vous voyez, hein, c'est un site ukrainien, donc on ne peut pas les accuser d'être optimistes quant au gain de territoire de l'armée russe. Et pourtant, elle a progressé. Hein, la semaine dernière, ce village-là était encore sous le contrôle complet de l'armée ukrainienne. Une fois encore, là, dans ce secteur, ce sont les forces russes et anciennement de la République populaire de Donetsk qui sont à l'œuvre, je le rappelle. Parce que quand Wagner nous dit il n'y a que nous qui sommes en action, bon, ces combats-là nous permettent de comprendre que ce n'est pas vraiment la réalité, que c'est beaucoup de propagande de la part de M. Prigogine. Alors, le reste du front, on le voit, il n'y a pas trop de flèches pour nous indiquer des attaques ou ce genre de choses, jusqu'à ce qu'on arrive, bien évidemment, au secteur de Bakhmut. Alors, ici, ce qui est important, c'est de prendre en considération donc cette fameuse zone grise. Hein. Ça veut dire que pour les observateurs, c'est une zone où, de no man's land, où dans laquelle les Russes peuvent pénétrer, mais dans laquelle ils ne s'installent pas. Alors, c'est très compliqué d'avoir des informations précises, hein, parce que c'est vraiment là que se déroulent les zones de combat et les accrochages. L'intérêt depuis hier, c'est au niveau ici de Romové, parce que vous voyez, on en avait parlé. Ici, on avait donc ce bassin de retenue avec un pont qui franchissait hein, la rivière qui passe là. On a expliqué qu'il y avait une écluse, que les Ukrainiens, il y a maintenant 3 semaines, avaient tout fait sauter pour inonder le secteur ici. Alors l'inondation s'est résorbée. Les Ukrainiens se sont rendus compte que cet axe était extrêmement important pour continuer de pouvoir circuler vers la ville. Et donc, ils avaient monté des ponts du génie pour pouvoir continuer d'utiliser la route hein, qui repart ici par un coude vers Chassovyar. Et on apprend vraisemblablement que depuis hier, ce secteur est probablement intégralement passé sous le contrôle des Russes. Hein. On voit ici que le village est un village rue. Et là, il est encore dans la zone grise, mais vraisemblablement, il est passé sous le contrôle russe. Et cet axe n'est plus utilisable pour les Ukrainiens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le seul axe qui permet encore à la garnison soit d'évacuer ses blessés, soit de recevoir des renforts et des munitions, c'est la grande route qui passe ici par Ivanivske. Or, au même moment, on apprend que les Russes ont atteint cet ensemble de blocs de maisons et qu'ils contrôlent bien évidemment tout passage le long de cette route. Ce qui fait qu'on a éventuellement une déviation qui peut encore se faire par ici, hein, avec ici le fameux monument avec de mémoire un MiG-17. Hein, le monument a été plusieurs fois montré sur les réseaux et depuis une semaine, il a été, semble-t-il, touché par des tirs. Et donc, les Ukrainiens pourraient encore passer par cette route en suivant cette rue-là, enfin ce boulevard-là à l'intérieur de Bakhmut. Mais si on regarde les distances, on est à portée de tir des soldats russes qui se trouvent ici.
et de tous ceux qui pourraient être installés là avec leur artillerie, avec même leur mitrailleuse lourde, pour pouvoir empêcher tout véhicule de circuler librement. Donc aujourd'hui, on peut considérer que l'encerclement tactique de Bakhmout est complet, c'est-à-dire que toutes les unités qui sont à l'intérieur ne sont plus en mesure, excusez-moi, de sortir librement sans se faire tirer dessus, non pas simplement par l'artillerie, mais par les troupes russes au sol elles-mêmes. Donc ça va poser des problèmes encore plus importants pour tenir la ville. Ensuite, quand on regarde toujours avec la zone grise, on se rend compte que la zone grise, je vais zoomer pour qu'on voit bien la différence, la zone grise a progressé de plusieurs centaines de mètres vers l'ouest et ici aussi vers le nord, depuis la partie où on le voit là, il y avait le cimetière qui a été conquis la semaine dernière définitivement, et on voit que toute cette zone est considérée comme une zone dans laquelle peuvent évoluer les troupes russes sans forcément qu'elles y restent pour en assurer le contrôle, tel que les observateurs aussi peuvent le dire aujourd'hui. Par ailleurs, on va remonter au nord, voilà. Ici, vous avez, donc on va zoomer un petit peu, la résolution n'est pas excellente, mais on voit bien, ici, vous avez une grande masse grise, c'est une partie du complexe industriel Azom, dont on a commencé à parler la semaine dernière sur les réseaux, mais aussi à la télé, que certains voudraient que symboliquement, ça devienne le Azovstal bis de Bakhmout. Et ici, vous avez les bâtiments administratifs de ce complexe industriel qui, eux, sont complètement passés sous contrôle de Wagner il y a maintenant plus de 48 heures. Donc, les Wagneriens continuent d'avancer et on ne sait pas. Alors, la zone d'Azov, on nous explique que comme pour Azovstal, il y a des souterrains, moins profonds, il y a des abris, etc. Et que les Ukrainiens vont faire peut-être Cameron à l'intérieur. En tout cas, peut-être résisteront-ils plus que ne l'a fait la garnison d'Azovstal en son temps. Voilà. Donc aujourd'hui, dans la ville, les positions ukrainiennes se rétrécissent, l'emprise de Wagner augmente et le grand problème qui se pose maintenant pour secourir la garnison, c'est ce qui se passe au nord. Parce que là, la situation se dégrade encore un peu plus chaque jour. On a eu la perte de Dubovo-Vassilevka donc la semaine dernière au moment où on est en train de faire la vidéo. Aujourd'hui, c'est Orikovo-Vassilivka qui est en train de tomber dans l'escarcelle russe. Et ici, la petite ferme de Zaliznianske qui est elle-même également tombée hier dans l'escarcelle des Russes, qui borde ici un terrain favorable pour eux au niveau de la défense. Ici, vous avez ce que c'est une espèce de petite rue qui coupe le plateau. C'est ce que les Russes appellent une balka. Et donc, toute la partie orientale est maintenant sous le contrôle de Wagner. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, dans ce secteur, c'est bien Wagner qui est à l'œuvre, alors qu'au sud de Bakhmout, dans ce secteur ici, ce sont les parachutistes, et qu'au-delà de Krasnaora, ici vers Blaodatne, semble-t-il, au-delà de Blaodatne, ici, ce serait à nouveau des troupes régulières russes qui seraient à la manœuvre. Et donc, quand on nous a parlé, parce que la semaine dernière, les questions ont fusé sous notre vidéo, on nous disait, oui, il y a des rumeurs, il y aurait jusqu'à 50 000 hommes de l'armée ukrainienne qui allaient contre-attaquer pour desserrer l'étau autour de Bakhmout. Alors, j'ai précisé déjà dans la vidéo que ce dont on avait parlé, c'était de 4 brigades tirées de la réserve ukrainienne qui étaient acheminées vers Bakhmout pour soutenir la défense ou éventuellement lancer cette contre-attaque, ce qui effectivement aurait augmenté l'effectif ukrainien à hauteur de 50 000 hommes au total, mais quand on dit au total, c'est sur le secteur qui va ici, donc de Sako et Fanseti jusqu'au sud de la ville, jusqu'aux positions qui sont ici à l'ouest de Klishivka. Tout ça est tenu par effectivement, donc en attaque, on pense environ 30 à 35 000 Russes et Wagnériens, et puis en face, il y aurait 20 à 30 000 Ukrainiens qui seraient désormais en défense. Le problème pour lancer une contre-attaque, notamment contre cette épaule nord, c'est que donc la grande route qui est ici, qui passe là, et c'est l'axe autour duquel se fait l'attaque de Wagner en ce moment, le grand axe qui est ici mène à Slaviansk et Kramatorsk. Le problème, c'est que vous voyez ici apparaître en bleu, alors je vais zoomer un petit peu,
hein. Ici, vous avez donc une autre Balka avec une rivière, un petit ruisseau. Et ici, vous avez le canal qui remonte jusqu'au Seversky Donetsk. Ce qui fait que si vous voulez attaquer avec des forces blindées mécanisées dans ce secteur, non seulement maintenant Wagner domine les hauts, donc depuis le secteur qui est ici, et vous avez devant vous un front de cette rivière, enfin de ce rue ici, jusqu'au canal qui fait à peine 2 km. C'est-à-dire que si vous voulez un piège d'attaquants dans lequel vous allez vous retrouver empoisonné très rapidement, et en plus vous avez donc, hein, il a disparu avec le zoom, mais vous avez donc encore une petite, enfin un petit rue à franchir ici, c'est le piège parfait dans lequel il ne faut absolument pas contre-attaquer, parce que là, vous allez être en proie à toutes les difficultés. Je rappelle, le terrain est toujours boueux, hein, il y a toujours le redout. Donc, si les Ukrainiens veulent lancer une contre-attaque sur l'épaule nord de l'encerclement, ils n'ont que ce secteur à leur disposition, et il est, excusez-moi l'expression, pourri pour mener une telle opération. Donc, je ne vois pas comment aujourd'hui les Ukrainiens intelligemment pour eux, hein, je ne parle pas du côté affectif de vouloir tenir Bakhmout à tout prix, c'est pas ça, ni même du côté stratégique. Mais si on veut tenter quelque chose, le secteur nord est pourri. Et, parce qu'on va me poser la question, donc je vais anticiper tout de suite, je vais revenir sur le secteur sud. Hein, le secteur sud, quand on prend donc la mâchoire ici qui est étendue depuis le nord, enfin depuis le nord-est et nord-ouest pardon et l'ouest de Klishivka, eh bien c'est un autre problème puisque le canal il est déjà bordé et dépassé par Wagner. C'est-à-dire que vous voyez, hein, le canal, on reconnaît aux angles assez droits ici. Le canal vers le Seversky Donetsk passe là, et une partie de ce canal est déjà sur sa rive occidentale contrôlée par Wagner. Donc, si vous vous lancez dans une contre-attaque, il va vous rester quoi? Eh bien, il va vous rester la route dont on a parlé tout à l'heure, qui vient de Chassovia, hein, qui est ici, et c'est tout. Uniquement cette route-là, avec encore un seul pont ici pour franchir les petits rues qui sont là. Hein. Donc, automatiquement, goulet d'étranglement, que déjà aujourd'hui l'artillerie russe bat et contrebat matin, midi et soir, autant dire que vous n'avez quasiment aucune chance de succès parce que le terrain favorable est désormais entre les mains des Russes et de Wagner. Donc, je ne vois pas comment on pourrait lancer intelligemment une contre-attaque qui ne serait autre qu'une, comme on disait autrefois, une contre-attaque BFM TV pour satisfaire les médias. Voilà. Et l'attrition dans la ville pour l'armée ukrainienne est absolument catastrophique, parce que pour revenir à ce que disait notre général du Tartre, là, les calculs sont simples, les Russes tirent 20 000 coups par jour en moyenne avec leur artillerie, l'armée ukrainienne 5 à 7 000 quand tout va bien, et je pense que c'est plutôt 5 000 aujourd'hui vu les problèmes d'usure des tubes et d'approvisionnement des munitions occidentales, ce qui veut dire que mathématiquement, on a 4 à 5 fois plus de pertes qui sont encaissées par l'armée ukrainienne aujourd'hui. Voilà. Parce que oui, il faut rappeler que 80% des pertes sont liées à l'artillerie. Sont liées à l'artillerie. Voilà. Alors, je vais aussi en profiter par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la propagande sur les pertes civiles ukrainiennes, hein, parce que je commence à être un petit peu agacé par tout ça. La majorité des combats depuis que les Russes sont intervenus se déroulent, hormis la bataille de Kiev et hormis la bataille assez courte dans le temps de Nikolaïev, se déroulent dans le Donbass. Hein, et se déroulent dans des villes qui, à un moment ou à un autre, étaient sous la coupe volontairement des républiques autonomistes, hein, notamment Bakhmout, hein, dont on sait qu'aujourd'hui, de nombreux habitants n'ont pas voulu fuir parce que, nous l'a confessé une journaliste allemande, je crois, pas française, hein, allemande. Ah non, ah, oui, bien sûr. Les Français n'en parlent jamais de ça. Voilà, parce qu'ils attendent l'arrivée des Russes comme des libérateurs. Voilà. Hein, et donc, il faut comprendre que tout le monde n'est pas pro-Ukraine, tout le monde n'a pas envie de rester sous la coupe d'un gouvernement, on l'a assez répété, failli, corrompu, etc. Et donc, les pertes civiles dont on nous parle, la majorité d'entre elles, ce sont des pertes civiles des batailles
du Donbass, à Severodonetsk, à Lysychansk, à Kupiansk, etc. Et aujourd'hui, donc à Bakhmut, mais autrefois encore à Volnovakha, à Popasna, etc. Et bien sûr, à Donetsk, qui a encore été bombardé le week-end dernier, et où on a encore des innocents qui ont été tués à coups d'obus de 155 mm. On n'arrive pas à savoir si c'est les M777 américains ou nos Césars qui ont fait le boulot en tuant un père de famille et un gamin de 11 ans, hein, bravo. Donc tout ça, il faut bien comprendre que la majorité des pertes civiles qu'on nous liste comme ukrainiennes, ce sont des habitants du Donbass. Je ne dis pas qu'ils étaient tous pro-russes, hein, c'est pas mon propos, mais beaucoup d'entre eux le sont. Et il ne faut pas oublier qu'on les compte quand même dans les larmes qu'on essaye de nous soutirer pour pleurer sur l'Ukraine. Donc ça, je commence à trouver ça détestable. Hein, il faut rappeler les choses. Cette région a voulu se séparer, en tout cas, pour avoir une certaine autonomie linguistique de l'Ukraine, parce qu'elle était opprimée, et donc une partie de ses habitants reste favorable à l'arrivée des Russes. Pas tous, mais en partie, cette population veut le retour des Russes. Et c'est pour ça que Zelensky a pris une mesure qui est très importante et qui va dans le sens de ce que j'explique, c'est qu'il veut forcer les enfants à être évacués pour être sûr que les parents les suivent. Hein, le décret qui a été passé la semaine dernière en Ukraine, c'est fait pour que tous les enfants de la zone de combat du Donbass soient de force évacués sans l'avis de leurs parents. Et bien évidemment, hein, on est tous parents, on sait bien qu'on ne va pas laisser nos gosses s'en aller à l'autre bout de l'Ukraine à Lviv, et puis nous rester dans le Donbass à attendre d'être éventuellement, si on est pro-russe, libérés par l'armée russe. Pas du tout. On va partir avec nos enfants. Et donc, c'est comme ça qu'on nous dira que les civils fuient devant l'armée russe qui vient tout ravager. Voilà, hein, on prépare le narratif suivant. Voilà, je voulais rappeler cet élément très important. Alors ensuite, la dernière partie du front qui est très, très active ces dernières 72 heures, hein, c'est celle qui se trouve donc au nord. Voilà, on voit que même le responsable du site ukrainien ici a mis des flèches. Hein, c'est toute la partie qui est dans la zone forestière au nord du Seversky Donetsk, autour donc du secteur Kremina, Yampolivka et vers le nord Kupiansk, et donc où les Russes sont de nouveau à l'attaque. Ils avaient fait une pause opérationnelle assez longue ces 3 dernières semaines, et là, depuis 36 heures, on va dire 48 heures, c'est reparti. C'est une zone très active dans laquelle, entre Kremina et donc Kupiansk, qui se situe encore un peu plus au nord, selon les estimations russes hier, les Ukrainiens ont perdu plus de 200 hommes, 200 tués. Hein, c'est-à-dire que si on compare par rapport aux pertes annoncées par les Russes hier sur tout le reste, je dis bien tout le reste du front du Donbass, Bakhmut, Avdiivka inclus, où il y a eu un peu plus de 100 tués du côté ukrainien, on est à 200 sur une partie du front qui est quasiment inférieure d'un tiers. Hein. Donc c'est dire si l'activité, on voit les flèches ici encore, plus on remonte vers Kupiansk, de l'activité offensive de l'armée russe. Et là, c'est bien l'armée russe qui est à la manœuvre, hein, ce n'est pas les Wagnériens, même s'il semblerait que dans ce secteur, on a la présence d'une partie des troupes de la garde nationale de la Rosgvardia tchétchène, mais c'est surtout la 144e division de fusiliers motorisés de l'armée russe qui est à l'œuvre. Voilà. Donc, quand on nous dit Bakhmut, c'est pour nous faire en même temps oublier Kupiansk et puis nous faire oublier Avdiivka dans la comptabilité terrible des combats qui se sont ravivés. Hein, j'insiste bien dans le secteur ici de Kremena, ça s'est ravivé, je vous dis, il y a 36 heures et ça tape très très fort quand on voit les pertes qui sont annoncées par le ministère de la Défense russe hier soir. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire de la situation militaire et des développements militaires. Et ça signifie, parce qu'il faut le rappeler, que la grande offensive russe d'hiver se poursuit et que c'est une offensive de pousser et non pas de percer, parce que, bien évidemment, je pense qu'aujourd'hui, vu les moyens de détection, on l'a vu avec le drone, dont disposent les Ukrainiens, c'est quasiment impossible de créer ce qu'on appelle en langage militaire un Schwerpunkt, un point de force sur une zone du front sans être au préalable détecté et donc contré par l'adversaire avec facilité. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, tu nous rends l'écran.
Oui. Et alors moi, je voulais ajouter quelque chose. Euh, Effectivement, le fait de voir sur Telegram essentiellement, de voir ces vidéos, de voir comment se déroule cette guerre, c'est assez impressionnant d'ailleurs parce qu'on a parfois l'impression d'être aux premières loges et ce sont des combattants qui sont à 30 mètres les uns des autres avec des GoPros. Enfin, bon, c'est que c'est une guerre, enfin nouvelle. Enfin, en tout cas moi, ce que j'en comprends, je suis profane, hein, je l'ai jamais faite, tant mieux pour moi, mais c'est que la reconnaissance, les couvertures d'informations, les drones, etc., rendent effectivement les déplacements tout à fait différents de ce qu'ils pouvaient être auparavant. Hein, le Schwerpunkt, c'est-à-dire on tape sur un coin, hein, du fort au faible et on essaye de le faire péter pour ensuite déboucher en terrain libre. Le terrain libre, il est plus comme avant, le terrain libre. Hein, c'est plus tout à fait la même définition et les mêmes risques induits. Alors, deuxième observation que je voudrais faire, j'ai suivi la météo, moi, cet hiver, sur un front qui est très long, hein, rappelons-le. Hein, avec tous ces entrelacs, il fait presque 1200 km. Hein, en ligne droite, il fait 900, je crois. Toujours est-il que sur ce front, il n'y a pas eu véritablement d'hiver ukrainien ou encore moins d'hiver russe. Hein. Et aujourd'hui, là, c'est la Rasputitsa, c'est le dégel, et toutes les vidéos le démontrent. Ah C'est-à-dire oui. qu'une grande offensive là, elle est techniquement impossible. Il faut que des chenillers et encore pourrait-il passer. Enfin, c'est impressionnant les vidéos. Alors, je reviens vers Doug McGregor qui a annoncé cette offensive, qu'il annonce toujours. Et donc là récemment, il a dit pas pour l'instant, pas pour l'instant, à cause de cette météo. Bon, cette météo a joué son rôle avant. Hein, il n'y a pas eu de grande offensive, de grandes flèches. Il y a eu une poussée continue, hein, avec une stratégie d'attrition. Et ensuite, maintenant, si tant est qu'il y a ou qu'il y ait une offensive plus nette, une offensive avec souhait de percer, avec réalisation de chaudron, il faudra de toute façon attendre que le terrain soit redevenu sec, et ça c'est pour le mois de mai. Hein, Oui, 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 oui. je suppose. Ou alors, si le redout est à l'image de l'hiver, ça peut se mettre à être de nouveau dur prématurément dès la mi-avril. Il ne faut pas non plus ôter cette possibilité-là, hein, parce que si ça reste plus chaud que les années précédentes, à la mi-avril, ce sera à nouveau praticable. Voilà. D'où le changement climatique qui modifie la guerre. Bon, c'est pas le seul facteur de modification avec cette guerre, et je viens maintenant au deuxième point. C'est ce sont les évolutions internationales. Alors, euh, la situation est quand même assez étonnante. Il y a eu un événement, mais considérable, considérable, la semaine dernière, c'est la signature entre l'Iran et l'Arabie saoudite d'un accord, et où cette signature a-t-elle eu lieu? À Pékin. Et on voit le dirigeant saoudien et le dirigeant euh, iranien, hein, donner la main tous les deux, tenus par le ministre des Affaires étrangères chinois qui est entre les deux. Hein, c'est-à-dire, bon, voilà, ça y est, bon, on a mis fin à une hostilité qui était quasiment guerrière là aussi par proxy. Hein, les Oui, Yéménites, oui, par ah oui. exemple, hein, les Ah oui, Houthis. oui, oui. Et lorsqu'on voit, et j'invite tout le monde à aller les voir, on ne va pas les détailler ici, les éléments de cet accord, c'est impressionnant. C'est une défaite diplomatique pour les États-Unis, une défaite majeure, Ah oui, oui. probablement aussi pour Israël. Ah bah Alors sûrement. Enfin, indirectement, hein, aussi c'est pour comme ça que. Israël, hein, donc parce que bon, l'Arabie Saoudite était un de ses alliés dans la région, il va probablement en partie le rester, hein, mais il va falloir qu'ils manœuvrent avec beaucoup d'intelligence, les Israéliens, parce que l'ennemi iranien, il n'est plus isolé, il était déjà plus isolé vis-à-vis des Russes, vis-à-vis des Chinois. Pas oublier que les dirigeants iraniens ont été en Chine et ont été reçus par Xi. Et là, il y a eu la signature de cet accord qui est un événement extrêmement important. Quand on pense à ce qu'était le monde, hein, au 20 février de l'année dernière et ce qu'il est en train de devenir, c'est quand même assez stupéfiant. Hein, il y a eu une accélération de l'histoire. C'est au moins, Sylvain, la 20e fois qu'on le dit. Hein, moi, je suis assez Bah, stupéfait. là, c'est pas compliqué. L'année dernière, à cette heure-ci, sur Veille Stratégique, on partageait des informations qui avaient été relevées, je crois, par Southfront, qui nous expliquaient justement le début des négociations
Hein, ceux qui ont suivi un peu ça se souviennent peut-être que le premier effet du début de ces négociations entre les deux parties avait été très intéressant parce que ça avait abouti à un cessez-le-feu au Yémen. Hein, c'est-à-dire que à l'occasion du Ramadan, le royaume saoudien et la République islamique d'Iran avaient dit bon, c'est le Ramadan, on va faire un geste et donc on arrête les combats au Yémen. Et ça a entamé ensuite un processus long, hein, presque un an, de négociations avec l'appui de plusieurs autres États. Hein. Il y a pas que la Chine qui a œuvré, mais effectivement, le fait que ça se termine à Pékin avec le responsable de la diplomatie chinoise, voilà, bon là, c'est la déconfiture totale pour les États-Unis et pour Israël, hein, parce qu'il suffit de lire la presse israélienne ces derniers jours pour se rendre compte que ça s'accumule en plus aux autres problèmes internes que rencontre Netanyahou, donc là, ça ne va pas du tout dans le bon sens. Alors, il y a cet événement, puis il se passe d'autres choses. Il y a la situation au Mexique et les rapports avec les États-Unis, avec les rodomontades de l'Instagram ou d'autres qui veulent envahir le Mexique. Il y a quelque chose d'intéressant. Il y a eu la tournée d'Emmanuel Macron en Afrique, qui est un désastre, qui est un désastre politique et diplomatique, parce que les Occidentaux, américains en tête d'abord, hein, mais Emmanuel Macron en fait la démonstration qu'il avait cette tare également, c'est-à-dire l'arrogance, et il est persuadé que le monde est tel qu'il le voit en ouvrant sa fenêtre le matin, quoi. Donc, c'est passer, enfin, je veux dire, par pertes et profits, une réalité qui est qu'avec l'information, l'unification de la planète, hein, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, on sait tout. On sait la même chose que nous. Plus Oui, d'ailleurs, parce qu'il y a moins de oui, propagande. Hein, oui, oui. et on sait, et cette arrogance occidentale est devenue insupportable. Ah bah Insupportable. oui, Et toutes oui, les oui. tentatives, alors on envoie Boris Johnson, Truss, je sais plus comment il s'appelait, Rishi Sunak, en plus, lui, les pays en Inde pour dire mais non, allez, il faut être méchant avec les Russes, on envoie en Amérique latine, ça ne marche pas. Et en Afrique, n'en parlons pas, ça ne marche pas, ça ne marche plus. Hein, c'est-à-dire qu'il y a la queue pour rentrer dans les BRICS, il y a la queue pour rentrer à l'organisation de coopération de Shanghai, et dans le même temps, que se passe-t-il? Parce que l'Occident, formidable, veut diriger le monde. Hein, il le dit. Il dit d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette Chine qui ose mettre en cause notre leadership? Nous sommes, quand on voit les phrases, c'est assez extraordinaire, nous sommes les gendarmes du monde. Hein, et donc, comment osent-ils? Ils ont des banques qui se cassent la figure, dont on apprend que ceux qui gèrent les risques, hein, étaient des militants queer, LGBT du peuple de l'alphabet, hein, qui ne s'occupaient que de ça. Ils ont dépensé des fortunes pour des campagnes comme ça. Hein. Hop, ils sont plantés, ils sont en faillite. Les faillites sont en train de s'étendre à l'Europe. Hein. Je ne sais pas si tu as vu que le Crédit Suisse était dirigé par un directeur transgenre. Hein. Oui, Je oui, veux dire, oui, bon, oui, oui. l'Occident, c'est l'Empire romain devenu fou. Enfin, C'est ça. c'est quand même extraordinaire. Et pendant ce temps-là, les, les autres, les membres des BRICS, par exemple, font tout pour changer de monnaie, hein, pour que Ah oui. le dollar, qui est le moyen de vivre à crédit, hein, puisque c'est eux qui impriment cette monnaie, hein, donc ne soit plus la monnaie de référence et la monnaie internationale des échanges, et que ce ne soit plus les pétrodollars qui régentent les marchés de l'énergie et du pétrole en particulier. J'ai appris que la Russie et la Chine avaient fait des achats d'or absolument Ah oui. monstrueux depuis quelques semaines. Alors on annonce 5 000 tonnes, mais ce serait pour l'un comme pour l'autre plus de 20 000 tonnes d'or, hein, parce que la nouvelle monnaie serait une monnaie commune adossée sur l'or et sur l'énergie. Enfin bon, me demandez pas de rentrer dans les détails. Toujours est-il que la machine continue. Et dans le même temps, qu'est-ce qu'on voit? euh, La Chine et la Russie qui sont dans un partenariat et une alliance. Enfin, je veux dire, il faut être sérieux quand on regarde ce qui se raconte, quand on regarde ce qui se disent. Ils sont dans une alliance, ils se répartissent le travail, c'est manifestement coordonné. Et les deux ont durci le ton.
Les deux ont durci le ton. Je vais lire. Alors, la semaine dernière, on avait parlé du fameux réquisitoire, hein, qui avait été publié par la Chine à propos de l'hégémonie, des dangers de l'hégémonie américaine. C'était ça. Hein. Et donc, nouveau ministre des Affaires étrangères chinois, après le Congrès, il y a eu un renouvellement, à propos des rapports Chine-États-Unis. La situation devient de pire en pire. La façon dont nous évoluons fait que nous nous dirigeons vers un conflit qui sera catastrophique pour nos concitoyens et pour l'humanité. C'est une chose que la Chine ne veut absolument pas, mais la façon dont les États-Unis agissent fait que c'est vers cela que nous allons. C'est que les États-Unis se dirigent désormais vers une guerre avec la Chine. Donc les Chinois ont dit, on arrête là maintenant, voilà ce qui se passe. Xi a repris à peu près les mêmes termes, hein, il y a nettement un durcissement de la position chinoise. Y a-t-il un durcissement de la position russe? Les Russes refusent désormais de discuter avec les Européens, ça c'est clair, hein, Macron en particulier. Vis-à-vis, ils sont souvent désinvoltes et insultants avec les responsables américains. Hein, Blinken a eu plusieurs rebuffades et on se pose la question de savoir si l'incident du drone, qui est manifestement un outil destiné à amener l'ISR, c'est-à-dire les fameux renseignements dont les Ukrainiens ont besoin sur le plan militaire, parce que l'armée ukrainienne en tant que telle n'existe pas. C'est une armée dont les Ukrainiens sont la chair à canon, hein, mais qui est dirigée par l'OTAN et qui est renseignée grâce à ces dispositifs. Donc, on dit, je ne sais pas si c'est la réalité, je ne sais pas, hein, mais on dit beaucoup que c'est un message envoyé par les Russes en disant aux Américains et par conséquent aux Polonais, aux Baltes, ce petit jeu, il va falloir y mettre fin. C'est ce qu'on entend dire, c'est-à-dire que la situation de ce point de vue-là se durcit en fonction d'un rapport de force qui est celui que je décrivais il y a un instant. Donc, voilà, est-ce que on va vers effectivement un affrontement ou bien est-ce qu'on est en train de voir le reste du monde avec ces deux moteurs, hein, ces deux locomotives, en train de commencer à dicter à l'Occident qui est en difficulté géostratégique, difficulté militaire, difficulté financière, difficulté politique. Dans tous les pays, c'est pas si simple que ça. Hein. Est-ce que on va vers un durcissement visant à profiter de l'évolution de ce rapport de force? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que il faut pas qu'on se projette dans quelque chose qui nous valoriserait encore. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils nous disent on se laissera plus faire, mais on va continuer sans vous. C'est-à-dire que la confrontation, à moins que aux États-Unis, des gens un peu fous se mettent à faire n'importe quoi, ce dont je doute fort, on est dans une situation où nous sommes en pleine dégringolade depuis plus d'un an, où rien ne se passe comme on pourrait l'espérer. Hein, tout va de mal en pis. On le voit là au niveau des bourses, on voit ça au niveau d'une nouvelle crise financière qui va venir s'ajouter à la précédente, qui n'était d'ailleurs pas terminée. Et aujourd'hui, bah, les autres, ils font le constat que voilà, les ponts sont rompus et ils vont pas venir nous attaquer, ils vont pas venir faire des actions directement contre nous. Ils vont faire des actions pour eux, entre eux, et dont les effets, par nécessité, seront contraires aux nôtres. Mais ils vont pas venir nous agresser parce que c'est pas leur intérêt non plus. On tape pas sur quelqu'un, enfin, c'est même pas un mourant, on tape pas sur un zombie. Hein. Dans l'état dans lequel nous sommes, on est des sous-perfusions, des pétrodollars américains qui bientôt ne vaudront plus rien. Bon, c'est pas la peine de venir mettre le feu à nos, à nos États de l'extérieur. D'ailleurs, les Russes observent très bien, les Chinois aussi, le délabrement des États occidentaux. Hein, quand on voit l'état de notre pays, l'état des États-Unis, les boulevards du crack à Los Angeles ou les problèmes avec les drogues de synthèse, etc. Enfin, voilà. Qu'est-ce que les Russes ont besoin de nous attaquer? Non, c'est pas la peine. Ils ont besoin de développer un système parallèle, un autre système qui soit profitable pour eux, pour le reste de la planète qui n'attend que ça, parce que le message qui a été envoyé aux États-Unis avec le drone, il est envoyé au reste du monde. Nous, les Russes,
Nous ne nous laisserons pas faire vis-à-vis des États-Unis. Point. Et d'ailleurs, il y a l'observateur biélorusse du Military Submarine qui disait ce matin, c'est peut-être aussi un message avant que le président Xi Jinping arrive à Moscou pour lui dire ce qu'il aurait dû faire avec Madame Pelosi. Mais bon, c'est une autre pour histoire. dire, nous les Russes, nous osons aller jusqu'au bout. Bon, c'était. Oui, enfin, il n'y avait personne dans le Voilà, drone. c'est ça. Alors, il paraît que comment dire, le drone est tombé dans la flotte et que c'est la course pour essayer de le récupérer. Parce que la rétro-ingénierie, celle dont moi je pense qu'elle a été faite avec les Césars, n'en démord pas, hein, ben, il voudrait la faire peut-être avec le drone, ce qui serait quand même relativement catastrophique. Alors, il y a une petite vidéo. Je vous invite à la retrouver, à la regarder. Qui a été diffusé par les Américains. Et il semble bien qu'on voit le drone et on voit le Sukhoi qui arrive, hein, et qui envoie une giclée sur le drone. Une giclée de quoi? Je ne sais pas. Alors, imaginez-vous sur les réseaux les plaisanteries, hein, sur qu'est-ce qu'il y avait, du carburant, d'autres bien pire, hein, et naturellement, les mauvaises langues prétendent que c'était de la vodka. Hein. Donc, mais voilà, c'est au moins il y a quelques raisons de plaisanter à ce propos. Alors, moi, je me pose une question. Juste un dernier point, Régis, pour conclure. Il est extrêmement important d'employer les bons mots sur ce que sont en train de faire ces puissances russes, Chine, et puis les organisations qui sont en cours de restructuration et d'augmentation, les BRICS, etc. C'est que ce sont des partenariats. C'est ça qui est, à mon avis, sémantiquement le plus important à comprendre, c'est que ce sont des partenariats entre nations souveraines, du fort au fort. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une idée où quelqu'un serait en tête, dirigerait les autres. On le voit dans le fonctionnement des BRICS. On a la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Inde et le Brésil. Il n'y en a pas un qui essaye de dominer les autres et d'imposer aux autres sa volonté. On est dans un véritable partenariat de gagnant-gagnant et personne n'essaye de prendre les autres pour des idiots, ce qui n'est pas le cas, il faut le rappeler, on en reparlera à la fin de la vidéo, des structures occidentales, de l'OTAN notamment, hein, du FMI qui sert de bras armé à l'économie américaine pour imposer ses vues au monde, qui sont non pas des partenariats, mais qui sont véritablement des traités inégaux, il faut revenir à cette terminologie, pour imposer la volonté américaine au reste du monde. Alors, il se trouve que je connais la Russie, j'ai surtout connu l'Union soviétique, mais c'était aussi les Russes. Hein. Les aveux. Je connais un peu la Chine et j'ai étudié la civilisation chinoise, ça m'a passionné. Ni l'une ni l'autre de ces deux civilisations ne m'ont donné l'impression d'être impérialistes, au sens où elles n'ont pas envie de conquérir le monde. Elles veulent être puissantes, ça c'est clair. Elles ont un ego civilisationnel fort, c'est tout à fait incontestable. Hein. Mais pour prendre l'exemple de l'Union soviétique, mon père, hein, qui était un militaire de carrière, furieusement anticommuniste, bien sûr, hein, lorsqu'on lui disait « mais pendant la guerre froide, les Russes veulent nous envahir », mais il rigolait, il disait « c'est une plaisanterie ». Tout le glacis est un glacis défensif, vu ce qu'ils ont subi pendant la Deuxième Guerre mondiale, et ils ne sont pas désireux de venir jusqu'à Brest-Finistère. Ils s'en moquent, ça ne les intéresse pas. Et bon, alors, c'était son opinion, hein. Moi, je la partage un peu, et en ce qui concerne les Chinois, moi, ce qui m'a surpris, c'est que j'étais effectivement confronté à l'Empire du Milieu, quelque chose de très différent, une très grande civilisation, ancienne, très différente de la nôtre, et j'ai pas l'impression qu'ils percevaient dans un affrontement avec l'Occident. Ils veulent leur place, ils ont une revanche à prendre peut-être, ou en tout cas ils veulent effacer l'humiliation du siècle de la honte, hein, parce qu'ils estiment qu'ils sont l'empire du milieu et les fils du ciel. Hein, mais c'est pas pour aller conquérir le Salvador, hein, ou Cuba, ça les intéresse pas. Hein. Bon, enfin c'est ce que je pense. Ils veulent faire du commerce en revanche. Ah oui, gagner des sous. Ça, ils aiment bien. Alors, c'est pour ça que
En 1991, effondrement de l'Union soviétique, on nous servait beaucoup que c'était parce que l'Union soviétique n'avait pas été capable de poursuivre la course aux armements, hein, et que la guerre des étoiles voulue par Reagan, qui s'est révélée être une farce, parce que ça elle n'a jamais été mise en place, hein, que c'était ça qui avait asphyxié les soviétiques. Je pense qu'il y a plein de raisons à l'effondrement de l'Union soviétique, hein, effectivement le budget militaire était probablement trop important, mais c'est pas ça, hein, qui a pour cause, pas plus que c'est qu'on puisse dire que c'est Jean-Paul II qui a détruit l'Union soviétique. Cela ne serait pas sérieux. Toujours est-il qu'en revanche, les Américains ont dit on a gagné. Et M. Fukuyama, qui revient encore aujourd'hui, hein, qui n'a dit que des bêtises, hein, qui a parlé de la fin de l'histoire, ben dites donc, l'histoire n'est pas prête de finir. Hein. Donc, M. Fukuyama avait dit c'est la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire. Maintenant, on a gagné, le libéralisme a gagné, hein, et l'Occident l'a emporté. L'Occident qui domine le monde depuis 500 ans l'a emporté et on est tranquille et on va pouvoir l'organiser à notre main. Or, c'était une erreur d'analyse. Et depuis ces 30 ans, hein, les États-Unis ont voulu se comporter en gendarme du monde, mais non pas pour y faire régner la paix et la morale, mais pour leurs propres intérêts, ce qui peut se comprendre. Et ils se heurtent aujourd'hui à un monde qui n'en veut pas. Je crois que c'est ça. Et je me pose la question, personnellement, je penche pour cette hypothèse, je pense que l'Occident est tombé dans un piège. L'Occident est tombé dans un piège parce que quand j'entends dire oui, mais Poutine, toujours Poutine, Poutine est tombé dans un piège en envahissant l'Ukraine, je ne crois pas. Je crois que ce sont les Chinois et les Russes qui ont tendu un piège à l'Occident, dans lequel l'Occident est tombé à pieds joints. Il est tombé à pieds joints pour tout un tas de raisons, pour l'arrogance, pour l'inculture, pour le niveau des élites qui s'est effondré, hein, pour sa crise éducationnelle d'ailleurs, hein, pour la folie wokiste, hein, qui se répand comme une traînée de poudre. Et je pense et sa croyance religieuse dans le néolibéralisme. Il faut voir que c'est ça aussi, quoi. C'est le Fukuyama, son truc, c'était de dire on a gagné parce que nous sommes les libéraux de l'histoire, les capitalistes, nous avons gagné parce que nous portons le libéralisme économique. Et c'est cette religion, ce dogme, qui est la base de tout le reste de ce que tu viens de citer, dans l'idée que on va imposer des sanctions à ces pauvres moujiks et la Russie va s'effondrer comme un château de cartes, bien sûr, bien sûr. Alors, avant ça, on a la présidence Trump. Oui. Trump est très anti-chinois. Il fait un certain nombre de choses, hein, comme en plus Biden, un de ses adversaires, a eu des relations troubles avec la Chine, des relations financières troubles par l'intermédiaire de son fils, etc., avec l'Ukraine aussi. Hein. Mais toujours est-il que Trump était assez anti-chinois. Et comme on lui reprochait d'avoir été élu grâce aux Russes, il était effectivement un petit peu gêné. Il n'était pas russophobe. Arrive Biden. C'est un nouveau président, c'est une nouvelle culture politique, c'est un nouveau bloc et les néocons, ils sont très représentés. Ils sont très représentés, hein. Les fous du sous-sol, comme disait, les cinglés du sous-sol, comme disait George Bush père, hein, qui sont montés dans les étages maintenant, eh ben ils sont chez les démocrates, parce que les démocrates ont basculé à une forme d'extrême droite avec un goût pour l'autoritarisme, des positions antidémocratiques. Enfin, c'est assez impressionnant. Et donc, tout de suite après l'élection de Biden, il y a un sommet Chine-États-Unis. Sommet Chine-États-Unis, négociation, où est-ce qu'on le fait? Les Américains disent, bah, venez chez nous. Ah, et les Chinois disent non, désolé, hein, faut nous respecter, on le fait à mi-chemin. Et ça a eu lieu en Alaska. Hein. C'était au mois de mars. Donc, Biden prend ses fonctions le 20 janvier, hein, et au mois de mars, Blinken arrive là-bas, il vient d'être nommé secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Et commence une réunion, et les Chinois disent, attendez, la réunion, d'habitude, les journalistes sont là au début, hein, et puis après, ils sortent pour les discussions. Les Chinois disent, non, ce qui serait bien, c'est qu'ils restent là. Donc, Blinken commence, oui, les Chinois sont pas gentils, à Hong Kong, les Ouïghours et tout. 2 minutes, il parle. Il se fait interrompre par le ministre des Affaires étrangères chinois qui lui envoie une soufflante pendant un quart d'heure.
tout le monde était stupéfait. Vous trouverez rien dans la presse française. Allez chercher, vous allez voir, hein, et les Chinois disent ça suffit. Vous ne nous traiterez plus comme ça. Hein. Alors attendez, est-ce que j'ai noté Oui, voilà ce que dit la partie américaine a lancé de façon provocante des attaques et des accusations sans fondement contre les politiques intérieures et étrangères chinoises. Ce n'est pas une façon correcte d'accueillir des invités, ce n'est pas compatible avec le protocole diplomatique. Aussi, la partie chinoise réagit solennellement. Boum, ils se sont pris, ils s'y attendaient absolument pas. D'ailleurs, Blinken n'était absolument pas rompu à ça parce que c'est un métier hein, d'être ministre des Affaires étrangères. Lavrov nous l'a démontré. Donc, ça, c'est la première, le premier signe que moi j'ai relevé à l'époque, ça m'avait frappé. Je me dis, qu'est-ce qui leur arrive aux Chinois? Et puis, bon, les choses ont continué. Les Russes ont eu Maïdan en 2014. Derrière, ils ont récupéré la Crimée. Ils ont eu des sanctions, d'ailleurs, en pagaille. Ils se sont réorganisés. Ils ont réindustrialisé leur pays. Ils l'ont réagricolisé. Hein, c'est-à-dire que les producteurs français qui vendaient là-bas terminé. Hein, effectivement, ils sont redevenus quasiment autosuffisants sur ce plan. Ils en vendent en Asie hein, et ils se sont préparés. Ils se sont préparés également au plan militaire, alors que les Américains, eux, dans la mesure où ce qui restait, c'était la guerre contre le terrorisme, leur arsenal nucléaire, ils l'ont laissé être frappé en partie d'obsolescence. Ils ont encore du matériel. Hein. Comment dire, les missiles également. Ils ont laissé les Russes qui n'ont pas fait de bruit et qui ont à ce moment-là développé les missiles hypersoniques, qui ont développé leur arsenal nucléaire, qui ont développé leur matériel de guerre classique. Donc, les Russes ont poursuivi la préparation à l'affrontement. Moi, c'est ce que je pense. Alors, ont-ils cru que les Occidentaux respecteraient les accords de Minsk? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ils se sont préparés à ce que ces accords ne soient pas respectés. Oui, ils travaillent, ils sont sérieux, ils sont professionnels. Ils ont fait une planification si ces accords n'étaient pas respectés. Ils n'ont pas dit ces gens-là ne respecteront pas leurs paroles. Hein. À ce point-là, il est possible qu'ils étaient surpris d'une telle trahison de la part de Hollande et de Merkel, hein, mais ils se sont préparés. Et ce que je trouve étonnant, c'est qu'à partir de 2021, les rapports diplomatiques se sont tendus très nettement. Et toujours, chez nous, on en parlait à peine, hein, et il y a eu le fameux automne 2021, quand les Russes et les Américains se sont mis à discuter, les Russes ont dit ça suffit maintenant. Ça suffit, hein, donc Ukraine neutralisée, pas d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, dans l'UE, si vous voulez, on s'en fout, ni OTAN et neutralisation, et sûrement pas d'armes nucléaires ici, hein, donc, enfin, en Ukraine. Donc, et on veut un traité de sécurité collective écrit. Les Américains n'ont même pas répondu. Ils ont fait ça verbalement, disant ça ne nous intéresse pas, hein, on ne le fera pas. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il s'est passé la fameuse rencontre, tu sais que j'y tiens beaucoup, le 4 février, Xi-Poutine, hein, déclaration conjointe, il suffit de la lire, c'est exactement, quasiment, le réquisitoire sur les dangers de l'hégémon, hein, qui a quelques semaines. C'est-à-dire que quiconque lisait sans ses lunettes d'occidental, je ne les avais pas encore enlevées à ce moment-là, parce que moi j'étais surpris par l'invasion, hein, mais quand j'ai ensuite regardé les choses, quand j'ai relu, parce que je l'avais lu à l'époque quand elle est parue, quand j'ai relu cette déclaration, je me suis dit, mais c'était évident qu'ils allaient rentrer. Alors, le moment où ils sont rentrés, je ne sais pas, hein, c'était qu'il y avait l'offensive ukrainienne contre le Donbass, avec l'épuration ethnique qui était envisagée, hein, celle que LCI réclame. Hein. LCI, les amis qu'on retrouve autour de la table, dont ce cher Benoît Billan, hein, qui n'est pas gêné pour aller à LCI, la chaîne qui veut que l'on nettoie ethniquement la Crimée et qui, pour ça, a été dénoncée jusqu'à l'ONU. Toujours est-il que il y a eu cette déclaration commune et l'invasion. Qu'est-ce qu'ont fait les Occidentaux?
Les sanctions, on va les avoir. De toute façon, on les provoque. C'est eux qui vont tomber dans le piège et les sanctions. Or, les sanctions n'ont pas marché. Les sanctions n'ont pas marché. Il faut lire les derniers articles de Jacques Sapir qu'on a interviewé ici. Très prudemment, il dit oui, ça va pas si mal, mais d'ailleurs, si on Ça va calcule comme même ci, mieux comme encore ça, que ça ce va que même mieux encore que ce qu'on imaginait, etc. Ça a complètement raté. Alors, le plus bête d'entre nous, hein, Ah, Monsieur Bruno Le Maire est venu nous non, dire, non. comme il a dit que les banques allaient bien, Nono est venu nous dire, voilà, on va effondrer l'économie russe. Il est toujours en poste, hein, pas Ah de problème. oui, ah oui, Ça, c'est un symptôme oui, de l'abaissement de notre pays. C'est pas moral ce que je dis, c'est technique. C'est oui, oui. qu'un gars comme ça soit toujours ministre de l'économie, mais les bras vous en tombent. Donc, on va les détruire au plan économique. Hein. Ensuite, Minsk 3, avec les négociations qui devaient aboutir à un accord qui aurait été un Minsk peut-être amélioré, peut-être pas d'ailleurs, mais ça aurait été avec une Ukraine qui aurait été maintenue, mais neutralisée, etc. Hein, eh bien, ils se sont précipités pour dire non. Non seulement on va les tuer au plan économique, mais on va les détruire au plan militaire. Et on voit où on en est aujourd'hui au bout d'un an. Donc, je pense, et y compris que je, je crois que sur le plan diplomatique, sur le plan des relations internationales, ils se sont préparés aussi. Je parle des deux, hein, Chine, Oui, oui, Russie, ils se oui, sont oui. préparés aussi. Je crois qu'ils ont, ils avaient conscience de ce que serait le rapport de force. Hein, Ah oui, oui. et que le reste du monde les suivrait. Hein. La Russie isolée, c'est une plaisanterie. Oui, l'Occident est isolé, avec deux nouvelles caractéristiques. Hein. Les États-Unis dans une situation qu'il est très difficile d'appréhender, avec des éléments de désintégration, hein, et une Europe totalement vassalisée et détruite au plan économique. Sa locomotive industrielle, hein, a été mise à genoux avec l'énergie. Donc, alors, je pense aujourd'hui, et je crois que c'est comme ça que ça s'est passé, le piège a été tendu et l'Occident, et ce qui est le symptôme de son niveau d'aujourd'hui, l'Occident est tombé dedans et je pense aujourd'hui que, alors je ne vais pas dire que la défaite est consommée, mais je pense que la messe est dite, c'est-à-dire que Oui. l'Occident a perdu. Ah oui, l'Occident a perdu. Et puis, comme on l'a déjà dit par rapport à toutes les annonces sur l'aide militaire à l'Ukraine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même donc des Américains qui viennent nous dire, oui, alors la menace de demain, c'est la Chine. Avec quelle armée? Avec quels moyens? Parce qu'il y a la défaite diplomatique, il y a la défaite morale, et puis donc ensuite économique. Et les conséquences de la défaite économique, c'est qu'il n'y a plus les moyens de mener une guerre. C'est ça aussi la grande surprise que les Russes ont tendue dans le piège. C'est de dire, bah, nous, bon, l'ultralibéralisme, l'argent fou, fictif, qui se repose sur rien, on sait que ça marche plus. Donc, on va réindustrialiser notre pays. Et là, d'ailleurs, la guerre en Ukraine provoque à nouveau une nouvelle vague de réindustrialisation de l'économie russe. Donc, nous, on est nus. On est complètement nus et on n'a plus de moyens, ni économiques, ni militaires. Et donc, on ne peut même pas faire la guerre. On a des bonnes paroles, on a des déclarations péremptoires. On a quand même Blinken, là, on revient encore un peu à la morale, qui la semaine dernière à la télé aux États-Unis ose déclarer: ah, bah, je pense que quand on voit un grand pays attaquer un petit pays, bah, les Américains, ils n'aiment pas. Pardon? Ah bon? Tu parles de qui? De la Russie qui a attaqué l'Ukraine ou de tous les États que tu as attaqués depuis 75 ans? C'est fou! C'est-à-dire que Blinken vient déclarer ça à la télé américaine comme si de rien n'était. Bah oui, le peuple américain n'aime pas quand le gros tape le faible. Mais c'est ce que font les États-Unis depuis 75 ans, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, sauf qu'aujourd'hui, vous n'avez plus les moyens de cette hubris, vous n'avez même plus les moyens militaires de cette hubris. Et donc, bah, à part une Europe qui est complètement vassalisée, mais qui est en cours d'effondrement, c'est pas qui va s'effondrer, mais qui est en cours d'effondrement, plus personne ne vous suivra. Alors, concernant l'aspect militaire, je rappelle que depuis la Deuxième Guerre mondiale, toutes les guerres entreprises par les États-Unis ont été perdues. Ah Pas oui. oublier ça.
Ils les ont toutes perdues, et même y compris la guerre d'Irak de 2003. 91, c'est autre chose. 91, c'était effectivement une alliance, c'était dans le cadre ONU, et puis bon, c'était contre une armée très faible. Admettons 91, celle de 2003, on peut la considérer comme perdue, avec leurs objectifs. Alors aujourd'hui, ce qui est le plus inquiétant dans la situation actuelle, c'est que dans tout ce que font les Américains, dans ce qu'ils racontent, dans ce qu'ils disent, dans la façon dont ils envoient des milliards en Ukraine, la façon dont ils sabotent les gazoducs pour ensuite nous prendre pour des imbéciles, cette situation d'empire romain devenu fou, ce qui est le plus inquiétant, c'est que malheureusement, on ne voit pas quels sont leurs objectifs. L'objectif stratégique, il faudrait qu'on puisse le définir. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ce que veulent les Russes, on le sait. Et, les objectifs stratégiques de la guerre en Ukraine, ils ont été listés par Vladimir Poutine. Ils n'ont pas changé. C'est-à-dire que la méthode pour y arriver a changé. Ah oui, radicalement. Ça, c'est pas du tout la même chose. Et puis, si au passage, effectivement, effet d'aubaine, comme peut-être ils avaient été intéressés par un effet d'aubaine pour prendre Kiev, c'est encore à prouver au début de l'affaire. Toujours est-il que si le rapport de force mondial évolue très très rapidement au détriment des États-Unis, ils en sont enchantés. Mais en ce qui concerne l'Occident, quels sont ses objectifs? Faire prononcer les valeurs, faire respecter les valeurs, faire restaurer l'ordre international selon les règles. On sait ce que ça veut dire. C'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux. Qu'est-ce que vous voulez, Monsieur Biden? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez négocier en Ukraine? Vous voulez que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, que l'Ukraine rentre dans l'UE, qu'elle retrouve son intégrité de 1994, qui était déjà très artificielle, mais qu'elle la retrouve? Ça n'est pas possible. C'est fini. C'est fini, la messe est dite, c'est terminé. Et donc, c'est ça que je trouve extraordinaire. Alors, concernant les défaites américaines, ils ont gagné la guerre du Pacifique, ils ont été à la table des vainqueurs de la guerre contre l'Allemagne nazie. Ont-ils gagné la Deuxième Guerre mondiale sur le théâtre européen, mon cher Sylvain? Était-il capable de la gagner? Je ne sais pas, je connais quelqu'un qui écrit un livre sur l'offensive des Ardennes et qui a quelques doutes sur leurs compétences. Non, j'ai pas de doute sur le fait qu'ils pouvaient gagner, mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas de méthode définie pour le faire, ce qui fait que ça a pris un temps un peu plus important que ça n'aurait dû le prendre. Maintenant, aujourd'hui, on est face à des gens qui n'ont même plus de stratégie, qui n'ont même plus de vision, sinon s'accrocher à des chimères. Mais ça, c'est pas, enfin, là, on rentre dans un domaine qui relève de la psychiatrie, mais plus de la politique internationale, surtout pas à ce niveau-là. Donc, c'est fini. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que comme l'Empire romain, il n'y a pas besoin d'éléments extérieurs qui rentrent, à l'inverse de Rome, là, sur le territoire de l'Empire. Simplement, c'est une désagrégation vers l'intérieur qui va s'opérer, qui commence déjà à s'opérer. Je disais tout à l'heure, quand on voit l'état de certaines grandes mégapoles américaines au niveau social, c'est une vraie catastrophe, les problèmes posés par la drogue, etc., la pauvreté. Je rappelle qu'il y a 50 millions d'Américains qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pour le pays qui est réputé le plus riche du monde, ça la fout mal, comme diraient les jeunes. Donc voilà, il n'y aura pas. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est les Russes n'ont pas besoin de lancer une offensive grande flèche, ils poussent. Et il n'y a pas besoin qu'il y ait d'un seul coup le feu aux poudres pour que les choses ici, de l'extérieur, s'enflamment. Par contre, je reste persuadé, parce que pour moi, c'est là que quelque chose de spectaculaire peut avoir lieu, c'est que les États-Unis peuvent se désagréger de l'intérieur dans une répétition actualisée de la guerre civile du 19e siècle. J'en suis malheureusement convaincu. Pour moi, l'avenir de ce côté-ci du monde, c'est que le pays leader, que sont les États-Unis d'Amérique, vont arriver, et ça peut aller très vite, à une nouvelle guerre civile
qui sera recomposé, hein, ce ne sera pas autour du problème soit des droits du Sud, soit de l'esclavage ou ce genre de choses. Mais il y a un tel différentiel de volonté civilisationnelle entre plein d'États différents, entre plein de communautés différentes, et avec des gens qui sont surarmés, parce que la Constitution leur donne le droit de le faire. Ce pays, on l'a vu, hein, il y a eu quand même ce précédent. N'oublions pas, nouvelle tricherie vraisemblablement dans l'État de l'Arizona et du Nouveau-Mexique au cours des élections de mi-mandat. Et pour la première fois, on a eu un règlement du problème digne du Far West. C'est-à-dire qu'un des candidats républicains battus et convaincu qu'il n'a pas été battu à la régulière va engager 3 porte-flingues et lui-même pour aller tuer le concurrent démocrate déclaré victorieux par tricherie. Voilà où nous en sommes. C'est inédit depuis la fin du Far West, hein, depuis l'époque de Billy the Kid, etc. On n'avait jamais vu ça. Voilà l'état de désunion. On a parlé en son temps de l'élection du speaker, troisième personnage de l'État, qui a pris plein de temps, 15 tours de scrutin qu'on n'avait pas vu depuis 1856. Donc l'avenir du camp occidental risque fort de se jouer d'abord par un effondrement intérieur des États-Unis vers une guerre civile. Voilà. Donc nous serons encore à la traîne. Oui, parce que quand est-ce qu'on se met à la guerre civile, hein? Non, mais non, non. Alors, je rappelle que Sylvain est un spécialiste de la guerre de sécession. Hein. Il a écrit un livre que je recommande parmi son abandon de production, hein, et qui s'appelle La campagne de Virginie de Grant. Et donc, je crois que cette connaissance l'amène à être très pessimiste sur l'avenir des États-Unis. Bon, ceux qui ont écouté cette émission doivent aussi être très pessimistes, hein, parce qu'on leur a dit ça va mal. Mon Dieu, ça va mal, hein, ça va mal en Occident. Très pessimiste pour l'Occident. Hein. Bon, bah écoutez, les civilisations et les empires. Moi, c'est ce que j'avais écrit il y a un an. Je crois que c'est le 25 ou le 26 février, après le déclenchement de l'opération. J'avais écrit que c'était peut-être 500 ans, une page de 500 ans qui se tournait, et que c'était peut-être la fin de la domination occidentale. Alors, ça prendra du temps, ça prendra des formes, ce sera peut-être très agité, mais je pense qu'on est rentré dans une nouvelle phase et que aujourd'hui l'Occident n'est pas en grande forme. Alors, le problème, c'est que le reste du monde s'en fiche de nous, tu l'as dit. Ça ne les intéresse plus. Les Russes, ils ont fait leur pivot vers l'Eurasie, on ne les intéresse plus. Les Chinois, n'en parlons pas. Et comme clients, si, ça on peut les intéresser. Hein, mais et donc ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas parce que il faudrait que dans nos pays, il y ait une réaction. Il faudrait qu'il y ait une réaction. Et je reviens à la phrase de De Gaulle que je citais au début. Hein, alors je ne demande pas enfin, ce qu'il décrivait, c'était le 10 juillet 40, hein, à Vichy. C'est-à-dire que Pétain arrivant dans les fourgons de l'étranger, il décrivait qui avait fait ce pronunciamento de panique. Ça, c'est du De Gaulle tout pur, ça, l'expression extraordinaire. Et donc, non, là, c'est qu'on est dirigé par ces blocs élitaires, par ces gens dont beaucoup sont corrompus, je pense à la haute fonction publique d'État, et qui ont aujourd'hui un rapport à la France qui n'est pas de la défense de ses intérêts et qui continue avec servilité à défendre les intérêts d'un autre pays. Quand on pense, il faudrait faire le pointage, mais ça c'est du boulot, de tous les dirigeants de l'Europe qui sont passés par les Young Leaders, c'est-à-dire par la machine de formation américaine. Hein, il y a déjà chez nous, il y a notre président en est, le prédécesseur en était, et puis bon, dans les pays baltes Puis tous aussi. même les opposants, parce que beaucoup de gens, il y a quelques semaines, se sont esbaudis devant les propos d'Arnaud Montebourg sur. Mais Arnaud Montebourg est aussi un Young Leaders, hein, donc arrêtons de nous voiler la face par rapport à la stratégie de pénétration des États-Unis dans les pays européens et dans le nôtre en particulier. Hein, et si je peux me permettre de conclure par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas un jour anodin. Hein, on est le 16 mars.
C'est le 45e anniversaire aujourd'hui de l'arrestation, de l'arrestation, si, quelque part, vous voyez ma langue a fourché, hein, du rapt d'Aldo Moro par les Brigades Rouges, hein, qui nous a prouvé, à travers l'histoire folle de cet enlèvement, à quel point un appareil d'État complet d'un État occidental pouvait être influencé par l'OTAN aux ordres des États-Unis pour aller frapper la plus haute structure d'un État européen. Je rappelle qu'Aldo Moro avait été 2 fois président du Conseil, hein, donc Premier ministre, et qu'il avait été plusieurs fois ministre des Affaires étrangères en Italie. Ce n'était pas un opposant, c'était le chef du plus grand parti politique italien de centre droit. Il n'était pas de gauche. Le tort d'Aldo Moro d'avoir tendu la main au Parti communiste italien de Berlinguer qui voulait quitter l'influence totale de Moscou. Et pour ça, pour ce crime, il a été séquestré. Bien évidemment, les Brigades Rouges n'ont été que les instruments des réseaux gladiaux d'extrême droite de l'OTAN en Italie pour éliminer Aldo Moro et aboutir à sa mort. Donc quand on voit qu'il y a 45 ans, les États-Unis qui avaient dépêché sur place auprès du ministre de l'Intérieur italien Cossiga un de leurs agents pour régler des négociations avec les Brigades Rouges et qui a avoué avoir abandonné Moro à son sort, on comprend qu'aujourd'hui, avec des gens qui en plus ont été formés aux États-Unis, la France n'a quasiment aucune chance de voir émerger dans son oligarchie élitaire des personnages de la trempe du général de Gaulle pour la sauver demain. Alors, j'invite bien évidemment à regarder la série documentaire qui est, je sais pas où, Netflix, ou je sais plus où est-ce qu'elle est diffusée. Sur Arte. Sur Arte. Sur Arte, pardon. J'invite aussi à ceux qui peuvent y arriver à revoir le film de Francesco Rossi qui s'appelait Cadavreschi avec Lino Ventura, extraordinaire, ou dans lequel d'ailleurs le secrétaire général du Parti communiste italien est assassiné, Berlinguer. Berlinguer est mort d'une mort naturelle, bien sûr, hein, mais c'était lui qui avait initié le fameux compromis historique. Hein. Alors ça, c'est ma vie. Hein. Ce sont des souvenirs extrêmement forts. J'avais des relations assez importantes avec les camarades italiens. Hein. Et donc voilà. Et alors la conviction à l'époque que de la manipulation autour de la stratégie de la tension des Brigades Rouges, c'était parfaitement clair. Toutes les informations dont on disposait, j'étais membre du bureau de politique extérieure du parti, hein, pas l'oublier, hein, toutes les informations dont on disposait à ce moment-là, de la part du Parti communiste italien, le démontraient. Enfin voilà, bon, ça c'est de l'histoire, hein, pas si ancienne que ça finalement. Hein, et donc maintenant, attendons de voir ce qui va se passer. Continuons ce travail de réinformation. Aujourd'hui, c'était un petit peu chaud, hein, parce que on veut appeler l'attention sur la situation dans laquelle nous nous trouvons et sur l'accélération de l'histoire. L'accélération de l'histoire, et je dis et je répète, nous ne sommes pas nécessairement au meilleur endroit. Voilà, eh bien, Sylvain, à la prochaine fois, hein, et à tous ceux qui nous ont regardés, à la prochaine fois. À bientôt. On vous tiendra informés pour les interviews hein, qui nous auront. Ah oui. On attend les réponses définitives avant de vous les donner. À bientôt. À bientôt.